Bien sûr que le titre de la vidéo c'est pour rendre fous ceux qui sont fans des débats de puissance. Mais bien sûr, Lucci a pris énormément de level. Et le plus important, c'est de parler des fruits du démon. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1069 de One Piece. Toutes les choses naissent pour une raison. Et franchement, c'est juste énorme tout ce qu'on découvre lors de ce chapitre. On ne s'arrête pas juste à un débat de puissance, bien évidemment, et ça commence avec une page cover sur le patron qui finançait justement les Mads, vu que c'était un réel problème à l'époque, vu que Vegapunk est parti vers la marine parce qu'il y avait du financement plus de l'aide. Donc au moins ça résout cette question avec un personnage qu'on avait vu lors de la Tea Party de Big Mom et qui normalement a été tué par Stussy si je ne me trompe pas, et donc peut-être que les Mads auront besoin d'une nouvelle source de financement pour leur retour avec le retour de Queen. Oui, j'y crois encore. Et donc on va diviser cette review en 3 ou plutôt 4 parties avec Luffy et sa réputation de Yonko qui est juste magnifique lors de ce chapitre, très bien traité par Oda. Ensuite, bien évidemment, son niveau par rapport à Lucci, parce qu'on est obligé d'en parler, les fruits du démon, et on termine par les séraphins. Et donc on commence tout de suite par Luffy le Yonko. Et déjà, dès le début du chapitre, et ça, j'ai énormément apprécié ça, parce que ce chapitre est marrant. Oui, j'aime quand c'est marrant, je pense que vous l'avez remarqué avec les reviews, puisque Luffy va se dire, en fait, qu'est-ce que tu fais là, Rob Lucci? Et c'est Lucci qui va lui dire, t'es sur une île du gouvernement, mec. C'est toi, tu fais quoi, là? C'est juste lunaire, tu vois, ce qui est en train de se passer. Et donc, ce qui est vraiment énorme, c'est de voir que Luffy, maintenant, est un Yonko. Il représente une réelle menace. Tu vois Kaku qui dit à Lucci, non, il faut pas que tu rentres dans un combat, il faut prévenir la Barine avant Stussy qui appelle Akainu. Parce que oui, maintenant, en fait, s'ils se battent contre lui, ça peut provoquer une guerre, un changement dans l'équilibre du monde. Et ça, ils ne le veulent pas forcément. Ou en tout cas, il leur faut des ordres avant d'attaquer Monkey D. Luffy. Et ça, c'est juste incroyable. Et de la même manière pour Luffy, où Jimmy lui dira quand même, il faudrait peut-être se calmer parce que bien sûr lui aussi peut provoquer une guerre énorme vu le nombre d'hommes qu'il a derrière lui et son influence. Ça c'est magnifique. Et Akainu, en vrai, quand il va entendre ça, il ne va pas retenir Kizaru qui est déjà parti. Et ça fait plaisir. Parce que, franchement, à part le voir froisser des papiers et commencer à flipper à chaque fois, à dire oui, je sais pas trop si tu devrais sortir et tout. Là, on a beaucoup de choses sur les mains. Va pas aux toilettes. Peut-être qu'il y a le Gomu Gomuno urinoir. Enfin, tu vois, des délires super chelous. Akainu, il bloquait tout. Non, ça y est, là, Kizaru est parti. Et franchement, j'ai remarqué quelque chose, mais c'est plutôt terrible pour la réputation d'Akainu. Je ne veux pas le discréditer. Ça reste, n'oubliez pas qu'en France, il y a la présomption d'innocence. Mais quand même, le seul amiral qu'il a envoyé au charbon après l'ellipse, c'est un aveugle. Tu manques de talent. Personne n'aime ici. Est-ce qu'il envoie juste les handicapés? Je ne sais pas. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. On va pas commencer à trash talk sur Akainu. Mais l'arrivée de Kizaru risque de faire beaucoup de bruit, vu que Sentomaru a été attaqué par Rob Lucci. Donc, est-ce qu'on va avoir un Kizaru du côté des Mugiwara? Ça peut être juste incroyablement étrange. Bon, donc, passons tout de suite donc, au combat Luffy contre Lucci. Parce que bien évidemment, il va remarquer, Luffy, que Atlas a été détruit et vu qu'on lui a donné de la bouffe, alors, bien sûr, il va se battre. C'est comme pour Rebecca. Donc, à partir de ce moment-là, le combat commence et il passe directement en Gear 5. Et déjà, ce que te dit Oda, parce que la semaine dernière, j'ai nommé ma vidéo, oui, ne sous-estimez pas Lucci, et plein de gens m'ont dit, non, blablabla. Déjà, Oda, il te le dit dès le début du chapitre, là. Lucci, il te dit quoi? Il te dit, crois pas que t'es le seul à être devenu plus fort. Et il va te sortir une forme de Zoan éveillé qui est juste magnifique. Déjà, même avant de parler de puissance, parlons un petit peu de plastique. Il est tellement badass comme ça, avec cette forme beaucoup plus allongée, qui a l'air plus grande, plus monstrueuse. Bien sûr, on te dit que les gardiens d'Impel Down, eux, ils ont perdu justement leur personnalité. C'est normal parce que les Zoan, c'est un petit peu comme s'ils renfermaient un autre esprit à l'intérieur dans le fruit, mais là, incroyable avec ces nuages noirs comme ça, vraiment, il est ultra marquant, même
par son design, Rob Lucci. Et ça fait énormément plaisir. Et bien sûr, ça pose la question de qui est éveillé. Yamato aussi avait des genres de nuages comme ça. Donc, est-ce que ça veut dire que Yamato était éveillé? On n'avait pas vu ça sur Kaido, mais Kaido quand même, c'était l'homme, la créature, pardon, la plus forte du monde. Et il s'était carrément transformé à la fin en dragon enflammé. Donc, je ne doute pas qu'il était un Zoan éveillé lui aussi. Mais donc, là, tu vois qu'il a pris du niveau, tu vois. Mais il fait plus un doigt. Maintenant, il fait carrément aussi une main tout entière. Oui, 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 peut-être que c'est léger pour toi, mais quand même, ça reste quelque chose. Et bien sûr, il y a eu un clash entre Luffy et Rob Lucci de points. Et je ne dis pas que ça veut dire qu'ils ont une force égale. Loin de là cette idée. Même quand je disais ne sous-estimez pas Lucci, je disais pas ça du tout. Je dis juste que quand même, il offre un combat à Luffy. Même si Luffy est beaucoup plus fort. Il n'a pas fait une Bellamy, il l'a pas one-shot en un seul coup. Non, pas du tout. Il y a un clash, ok. Si c'était face à Kaido que quelqu'un juste échangeait un coup de poing, alors, franchement, tout le monde aurait dit, quand même, ce mec-là a du level. C'est pour ça que je l'estime tout de même assez fort, notre très cher Rob Lucci, même si c'est assez difficile de voir à quel point justement il est fort. Est-ce qu'il est au niveau d'un second de Yonko? Est-ce qu'il est niveau entre le Yonko? Est-ce qu'il est niveau amiral, tu vois, ou autre chose? Je ne sais pas, je ne sais pas. Et franchement, je m'en fous. Bien sûr, en fait, surtout ce clash, c'est pour te rappeler justement la rencontre, l'ancienne rencontre Luffy, Rob Lucci. Et dans tous les cas, même si on peut se dire que ouais, en vrai, il aurait pas eu besoin du Gear 5 Luffy pour affronter Rob Lucci, je suis content en vrai, même qu'il soit là, comme ça, dans sa forme de Nika, notre très cher Luffy. Pourquoi? Tout simplement, pas pour les débats de puissance qui vont sortir, mais surtout pour le fait que tu vois que Oda, il kiffe en fait cette forme Nika. Et depuis le début, moi j'étais à fond avec ce délire parce que ça renoue avec le début de One Piece. Quand Luffy, il te sortait des techniques avant l'ellipse, tu vois. Ce côté complètement débile de Luffy qui était certes à 30% super intelligent dans sa manière de combattre, mais surtout à 70% complètement taré et débile. Ouais, il se gonflait plein d'eau face à Crocodile, c'était juste n'importe quoi, il ressemblait à rien, et là, on revoit ça. C'est un combat de Tom et Jerry, et franchement, c'est juste parfait, parce que tu vois ce combat qui est ridicule, tu le vois faire des têtes de troll en train de rigoler, tu vois que Lucci, en vrai, il s'est entraîné des années, et il doit se retrouver face à un mec qui est complètement mort de rire, et surtout Vegapunk qui est en train de pleurer, parce que le poulet est trop bon, parce que Luffy est trop magnifique dans sa forme Nika, alors que tu vois que c'est un gros troll. C'est juste magnifique, ça me fume. C'est juste n'importe quoi. Et bien sûr, en plus, ça permet aussi à Luffy de s'améliorer avec son Gear 5. Franchement, Gear Second, Gear Third, Gear Snake Man ou je sais pas quoi. En vrai, au bout d'un moment, là, on est dans la saga finale. Il faut que Luffy s'entraîne avec son Gear 5. Là, on le voit lâcher un pistolet et ça n'a plus rien à voir avec sa forme basique. Là, le pistolet, c'est carrément le sol qui se retourne face à Lucci. Ça, c'est juste génial. Bien sûr que Luffy va poutrer Lucci, mais juste voir un combat, ça me fait énormément plaisir parce que c'est un personnage à respecter, celui qui faisait peur même aux vice-amiraux avant l'ellipse, le génie Lucci dans le gouvernement mondial. Et donc, là, c'est vrai que je peux comprendre en réalité qu'il y a des débats de puissance. En fait, ça fait surtout beaucoup de bruit après la bataille contre Kaido. Et ça, c'est quelque chose qui m'a aussi traversé l'esprit. Parce que à partir du moment où Luffy, il bat la créature la plus forte du monde, bah, bien évidemment que tu te poses des questions. Tu te poses la question de comment ça va se passer avec le niveau à partir de maintenant. Et c'est pour ça que tout le monde commence à tout classifier. C'est pas que les gens sont fous. C'est qu'ils recherchent une cohérence dans l'histoire. Et ça, je le comprends tout à fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait une vidéo, les 5 futurs adversaires de Luffy, que vous pouvez voir donc juste là, hein, il y a un lien, n'hésitez pas. Et d'ailleurs, si vous aimez ces vidéos qui ont une certaine qualité, peut-être mauvaise, je sais pas, c'est comme vous voulez, n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donnez-moi votre avis en commentaire et vous abonner. Ça donne de la puissance à la chaîne. Et bien sûr, vous faites vos débats de puissance si vous voulez. Oui, voilà, moi je vous dis juste, Lucci ne m'a pas déçu et il est revenu badass
comme je le voulais. Et ça, c'est magnifique. Bon, on passe directement aux fruits du démon parce que là, je pense que le One Piece se précise de plus en plus. Ouais, il faut en parler. Ça va aller très très vite puisque c'est Vegapunk qui va introduire tout ça déjà en rejoignant les autres Mugiwara. Et là, déjà, encore une fois, je trouve ça assez mystérieux parce que si les Mugiwara, ils sont assez choqués, ils sont contents de le voir, alors les autres Vegapunk, on dirait qu'ils ont limite aucune réaction. Et comme je te l'avais dit la semaine dernière, je me demande si Vegapunk, il n'est pas déjà mort et c'est donc pas juste un hologramme qu'on est en train de suivre, vu qu'il a l'air de pouvoir disparaître, se téléporter ou autre chose. Et en plus, lorsque le CP0 est arrivé, bah Shaka il a dit à Atlas, ouais reviens vite, protège-toi, alors qu'il a rien dit au vrai Vegapunk. Donc, moi je te dis, est-ce que son corps véritable est mort à Punk Hazard et donc il n'y a plus ce vieux Vegapunk, c'est juste une image créée sur l'île? Peut-être bien. Bref, donc, ce qu'il va nous dire, c'est que déjà, en voyant Luffy, il va devenir complètement fou, parce que bien sûr, il va demander aux Mugiwara, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Eux, ils vont dire, bah, Gomu Gomu no Mi, enfin, je sais pas, il est devenu blanc, tu vois. Personne ne s'est posé de grosses questions, et lui va dire que le Gomu Gomu no Mi n'existe pas dans l'encyclopédie des fruits du démon. Pourquoi? Parce que ça, ce qu'il voit devant ses yeux, c'est la forme de la divinité Nika. Et là, la sauvagerie est arrivée. Oui, Sanji qui avait déjà baffé Luffy avec sa jambe. Oui, les fans de Zoro vont continuer à cracher sur Sanji parce qu'il va te lâcher. Mais non, c'est pas une divinité, Luffy. C'est juste un débile. Et en vrai, il a pas tort, Sanji. Quelle humiliation! Et donc Vegapunk va nous apprendre que cette divinité a disparu des livres et compagnie, mais tant qu'on continuera à croire en lui, il existera. Et là, on va voir l'explication des fruits du démon. Alors tenez-vous bien parce que en fait, ça veut à la fois tout dire, ça y est, grande révélation, et absolument rien dire du tout, puisque en plus, ce n'est pas la réelle explication, mais c'est juste une théorie de Vegapunk. Ok, donc les fruits du démon seraient donc le potentiel de l'évolution de l'humanité, souhaité par l'humanité, un pouvoir limite du futur qui créerait une diversité chez les êtres humains, et donc un pouvoir détesté par la mère nature et qui se trouve être la mère. Et c'est pour ça qu'ils seraient maudits de ne pas pouvoir nager, tout simplement, parce qu'ils sont contre nature. Et ça fait donc des utilisateurs des fruits du démon, des anomalies dans le monde même de One Piece. Et donc, c'est ça, sa théorie. Et à partir de là, on peut dire énormément de choses. Parce que globalement, c'est un petit peu comme si on disait que les fruits du démon, ils étaient nés des souhaits des personnes, un petit peu comme s'il y avait une lampe magique et que, voilà, il y avait un fruit du démon qui en sortait. Et donc, à partir de là, c'est vrai que ça devient très mystique. Ça expliquerait peut-être justement comment ça se fait que certaines personnes semblent prédestinées à avoir des fruits Toki Toki. Donc, Smoker avec son fruit de la fumée, même Orochi avec le Yamato no Orochi. Quand même, c'est très étrange, c'est très étrange. Est-ce que c'est parce qu'ils l'ont souhaité depuis le début, eux aussi, que justement la destinée la magie les a amenés justement jusqu'à ce fruit, ou que le fruit est parti jusqu'à eux? Je ne sais pas. Et on te parle de souhait limite de magie, mais est-ce que ça veut forcément dire qu'il n'y a pas de technologie? Parce que ça fait depuis longtemps là que j'arrête pas de te parler des fruits du démon qui seraient une technologie. Pas forcément. Je te rappelle justement cette citation qui dit que toute forme de technologie beaucoup trop avancée pour notre compréhension est semblable à de la magie. Et donc, à partir de là, tu vois, magie et technologie, si elle est trop avancée, alors ça peut être la même chose. Donc peut-être que Oda se baserait sur ça. C'est vrai qu'il y a un côté très scientifique avec les fruits du démon, avec rien que Germa qui semble pouvoir reproduire les pouvoirs des fruits du démon, et même Chopper, maintenant on le sait, voilà son Monster Point, là quasiment avec ce chapitre c'est confirmé que c'est une sorte d'éveil pour lui, et ce qu'il a fait c'est qu'il a réussi à le créer avec des drogues, voilà. Donc voilà, ben, on n'est pas si loin que ça du fruit qui serait donc une technologie qui change l'ADN ou autre, et à partir de ce moment-là, on peut se demander si le One Piece ne serait pas donc, comme je vous l'ai dit il y a plusieurs chapitres, peut-être cette forme d'énergie qui pourrait arrêter les guerres parce qu'elle serait juste inépuisable, peut-être une flamme éternelle ou autre, et donc grâce à cette énergie inépuisable, peut-être qu'on pourrait créer les fruits du démon, peut-être que tout s'emboîte, peut-être que tout existe
au sein d'un même endroit. Et même, ça me fait penser justement à la théorie qui traîne un petit peu partout de Im-sama qui aurait peut-être le fruit de la mer, le fruit de l'eau. Et ça marcherait assez bien parce que si l'ancien royaume donc qui a été détruit, c'était le royaume de la technologie et que là, on te dit que la nature s'est opposée à la technologie à travers une malédiction un petit peu mystique. Donc peut-être que symboliquement, Im-sama devrait avoir le fruit du démon de l'eau, tu vois, et contrôler même l'eau de mer pour représenter justement cette nature face à la technologie. Et on pourrait se retrouver avec une fin grandiose de One Piece où justement il n'y aurait pas en fait cette notion de bien et de mal à 100% avec une version beaucoup plus nuancée où là la nature devrait avoir sa limite et aussi la technologie. Oui, ça peut être intéressant parce que c'est vrai que même Vegapunk, vu qu'il connaît aucune limite, là tu l'as senti lors des précédents chapitres, ça reste tout de même un problème avec Bonnie et en pleurs et compagnie. Non, il y a vraiment un truc à creuser au niveau de ces thématiques. Mais bref, parlons directement aussi des séraphins, puisque Sentomaru va arriver, donc avec les séraphins qu'il est censé contrôler, et Vegapunk, ultimatum direct, donc voilà, ouais, le CP0 il est en train de me tuer, moi je me suis occupé de toi quand t'étais pauvre, donc maintenant tu fais ton choix, soit tu me sauves, bah soit tu les rejoins, et bien sûr il est déchiré, et c'est pas le personnage qui m'intéresse le plus, je m'en fous. Mais c'est assez intéressant de voir que même s'il choisit d'aider Vegapunk, alors il considère toujours Luffy comme un ennemi. Je pense que en fait, il reste un marine avant tout. C'est juste que pour Vegapunk, il fait une exception. Et donc, alors que le CP0, ils essayent de lancer le S-Kuma, lui, en fait, il peut les diriger. Pourquoi? Parce que là, tu apprends que pour les pacifistas et même pour les séraphins, il y a justement une hiérarchie qui respecte pour suivre les ordres. Pour les pacifistas, c'est le Gorosei qui est même au-dessus de Vegapunk. Et c'est pas le cas, donc, pour les séraphins, mais donc il y a ça et on peut se demander si, tu vois, on te montre un schéma comme ça, peut-être qu'il manque une case où en fait c'est Dragon qui pourrait tout contrôler et que Vegapunk pourrait aider les révolutionnaires, peut-être bien, je sais pas, lui il aime bien l'ancien royaume, il aime bien l'ancienne technologie, il aimerait découvrir cette source d'énergie ultime, donc franchement qu'il soit allié aux révolutionnaires, ça fait de plus en plus sens, mais à partir de ce moment-là, ça change complètement la donne, parce que alors que normalement, là, Sentomaru il était avec tous les séraphins, et donc Luffy, il avait un petit peu trop d'alliés. Ce que va faire Lucci, c'est exploser Sentomaru dans un geste assez intelligent. Parce qu'il se dit que maintenant, c'est lui qui est donc en mesure de donner des ordres aux séraphins. Est-ce que Vegapunk peut donner des ordres à distance? Est-ce qu'il faut qu'il soit réellement présent? Ou est-ce que, en fait, juste le CP0, ils vont couper les communications et ça va empêcher d'avoir d'autres ordres que ceux du CP0? Là, ça risque d'être compliqué pour les Mugiwara. Parce que certes, affronter Lucci niveau Yonko ou pas, voilà, c'est un adversaire. Mais à partir du moment où il y a Boa Hancock, où il y a Mio, où il y a Jinbei, où il y a Kuma, ça commence à devenir une réelle menace pour les Mugiwara. Et ça risque d'être très intéressant.